La demande diplomatique discute avec leurs homologues paraguayennes le nombre de jours de congé qu'elles vous accordent dans l'année et le montant horaire de votre rémunération, un monde où Hugo Chavez n'aurait pu devenir président du Venezuela qu'en acceptant de gouverner comme M. Anthony Blair. Je crois que c'est l'enjeu, il est là. On peut parler de TISA, on peut parler de TAFTA, d'acronymes, les gens n'y comprennent rien. On peut même, comme le fait le gouvernement de la Suisse, publier sur le site du secrétariat à l'économie toutes les propositions initiales de la Suisse concernant TISA. Allez-y, vous tapez SECO TISA et vous avez un document de 64 ou 66 pages, je ne me souviens plus, totalement illisible pour le profane. Mais on vous dira qu'en Suisse, on est ouvert, on est transparent sur la négociation sur TISA. Sauf que personne n'y comprend strictement rien. Alors moi, je vais essayer de prendre quelques aspects de la négociation séparée. En 1991, George Hubert Walker Bush, président à l'époque des États-Unis, dont le fils a été président et dont le fils cadet est actuellement en train de se demander s'il veut devenir président des États-Unis, déclarait, après la fin de l'Union soviétique, une ère de liberté nouvelle s'est ouverte, un monde nouveau basé sur l'égalité des nations va naître. 3 ans plus tard, fort de cette idée, on mettait sur pied l'Organisation mondiale du commerce. L'idée était l'Organisation mondiale du commerce, c'est la mise sur plan d'égalité de l'ensemble des pays de la planète. Le concert des nations va trouver des règles au commerce mondial sans qu'il y ait de dominants et de dominés. C'était le discours officiel. Lorsque, en 2005, les accords de Doha ont commencé à patiner, ils ont commencé à trouver l'opposition du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de la Chine, etc. À ce moment-là, eh bien c'est très simple. Cette fantastique perspective d'une égalité des nations, elle est partie en éclats. Et tout simplement, un certain nombre de pays, avec les États-Unis à leur tête et un certain nombre, surtout, de lobbies et de centres d'intérêt, ont décrété que les entreprises étant frustrées par l'échec du cycle de Doha, il fallait trouver autre chose. Et je crois que la Chambre de commerce des États-Unis, il faut la prendre telle qu'elle dit les choses, elle est très claire, elle nous donne le programme. Il s'agit, comme elle l'écrit, de mettre sur pied des accords internationaux qui permettent de faire que la concurrence déloyale de la part d'entreprises subventionnées ou soutenues par les États devient un obstacle de plus en plus important à la fourniture de services par les entreprises états-uniennes sur de nombreux marchés. On n'est pas dans le cadre d'une discussion d'égalité entre les nations, on est dans une situation où on constate que dans toute une série de pays, et dans la plupart des pays, il existe encore un secteur public ou subventionné qui peut représenter un frein à l'extension des entreprises prestataires de services états-uniennes, et dès lors, on se troque l'initiative avec le gouvernement australien d'ouvrir la négociation sur TISA en 2012, et cette négociation sur TISA doit aboutir, veut aboutir, avant 2015, d'une manière très simple, d'une manière très claire, venir au secours de cette frustration des entreprises et supprimer tous les éléments de concurrence de la part d'un secteur public ou subventionné au fait que les entreprises prestataires de services nord-américaines et états-uniennes puissent faire des affaires. Ça, c'est le premier aspect, un premier aspect qui n'est jamais discuté, qui n'est jamais mis en avant, mais que la Chambre de commerce des États-Unis met, elle, en avant. L'intérêt de TISA, c'est de permettre à ce capitalisme dominant de continuer à faire des affaires et d'éliminer des concurrents qui pourraient être ceux représentés par les services publics, par les services subventionnés. À partir de là, on établit un principe général. TISA met en avant l'idée fondamentale autour de laquelle tout s'articule, c'est que doivent être ouverts à la concurrence, et Pablo l'a dit, doivent être privatisés, doivent être ouverts à la concurrence tous les prestataires de services, tous les domaines dans lesquels, à côté d'un prestataire de services public,
existent déjà des prestataires de services privés ou bénévoles. Si vous prenez cette définition-là, tous les services, à part l'armée et peut-être encore, tous les services peuvent aujourd'hui être ouverts à la concurrence, peuvent aujourd'hui être privatisés. C'est la totalité des services. Et ça a des conséquences. Dit comme ça, bon, c'est un fantasme gauchiste attardé qui pense encore que la pieuvre capitaliste est prête à mettre la main sur tout. Non, il faut être très concret. Et je prends un exemple. En Suisse, existe, au niveau de la Confédération, un service de surveillance et de sécurité des installations hydroélectriques. On a des barrages, et la sécurité des barrages est une affaire qui nous concerne tous. Si la Grande Dixence venait à péter, la moitié de la ville de Genève serait submergée. Ce n'est pas une petite affaire. Or, dans le domaine de la surveillance, il n'y a pas que la Confédération. Il y a effectivement des bureaux d'ingénieurs privés auxquels la Confédération a recours pour toute une série de choses. Or, si on interprète correctement cette idée du fait que doivent être ouverts à la concurrence tous les services dans lesquels existent, à côté du prestataire public, des prestataires privés ou bénévoles, ça veut dire que un bureau d'études d'ingénieurs qui pourrait être lié à Énergie de l'Ouest de la Suisse, qui pourrait être lié aux électriciens valaisans, pourrait prétendre d'être mis sur le même plan par la Confédération que les services de sécurité de la Confédération. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin sur les conséquences que cela pourrait entraîner. Il en va de même, par exemple, pour la sécurité nucléaire. Il peut y avoir, et existe en matière de nucléaire, des bureaux d'études, des bureaux d'audit sur la sécurité nucléaire qui ne sont pas publics, auxquels la Confédération peut faire recours. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas décider à la place de la Confédération. Mais demain, si TISA est adopté, ils pourraient, à la place des structures officielles, faire des expertises sur la sécurité des centrales nucléaires. Or, ces bureaux-là, rien ne les empêche d'avoir des participations et d'avoir des financements de la part de l'industrie nucléaire elle-même. Donc on est dans une situation où, très concrètement, cette mesure d'ouverture à la concurrence sur la base du fait que peuvent exister des secteurs, des prestataires de services privés, publics ou bénévoles, est la porte ouverte à la destruction de toute une série de mesures de sécurité et de protection élémentaires pour les populations. Donc il ne s'agit pas d'une affaire technique, purement technique, il s'agit d'une affaire profondément politique, dans le sens qu'elle touche la police, l'ensemble de la société, et elle nous touche tous directement, elle touche notre propre sécurité alimentaire, sociale, environnementale, etc. etc. Deuxièmement, l'idée de TISA, c'est d'interdire, puisqu'il faut ouvrir les services et supprimer la concurrence déloyale qui serait fournie, qui serait faite par le secteur public et subventionné, il s'agit d'imposer aux États signataires le principe de la neutralité économique. Ce qui signifie qu'un État signataire ne pourrait plus privilégier ses propres services publics. Concrètement, je vous prends deux exemples. Concrètement, Veolia, multinationale de l'eau, multinationale privée de l'eau, pourrait exiger de la part du canton de Vaud d'avoir le même subventionnement que les services industriels de la ville de Lausanne, les services industriels de la ville d'Yverdon, etc., etc. Concrètement, c'est ça. Ou concrètement, ça voudrait dire qu'un marchand de cours universitaires, je dis bien un marchand, pas une université, un marchand de cours universitaires comme la Webster University, qui est sur le lac Léman, elle pourrait prétendre avoir exactement la même subvention publique que celle dont bénéficie l'Université de Genève. Il s'agit d'un transfert de richesses, des richesses publiques, du bien public, vers des entreprises qui ont comme but, des entreprises privées qui ont comme but, non pas de former des étudiants, mais qui ont comme but de faire des bénéfices. Donc c'est une manière de s'approprier, d'une part, du bien-être public, du bien public, et c'est une manière aussi d'affamer les services publics,
d'affamer les ressources publiques, parce que, et on le voit aux États-Unis, quand vous introduisez le principe de l'égalité entre l'école publique et l'école privée, ça signifie tout simplement le fameux bonus éducatif, qui fait que vous pouvez déduire des impôts ceux que vous payez pour l'école privée, et de ce fait-là, l'école publique ne va plus bénéficier des mêmes montants, parce que les budgets publics ne seront plus à hauteur de ce qu'ils étaient avant, et donc il va y avoir des perdants dans la société. Les perdants dans la société seront ceux qui n'ont pas les moyens, justement, d'aller dans les écoles privées. Donc il y a là quelque chose, des conséquences qui sont directes, immédiates, de cette notion de neutralité économique que devraient observer les États en lien avec TISA. Troisième élément, c'est le principe de la liste de négociation de ce qui peut être privatisé, de ce qui ne peut pas l'être. Dans la négociation TISA, le round qui a commencé le 28 avril à Genève se base sur le fait que les pays participants ont fourni une liste des services qu'ils sont prêts à exposer à la concurrence, qu'ils sont prêts à laisser privatiser. Cela signifie, très concrètement, que tout ce qui ne figure pas sur cette liste ne pourra plus y figurer. Et je vous prends un exemple pour que vous compreniez. Si demain, le peuple suisse décidait de créer une caisse unique d'assurance maladie, les tribunaux de TISA pourraient annuler cette décision du peuple suisse parce que la caisse unique n'était pas sur la liste proposée par le Conseil fédéral le 31 janvier de cette année. Je crains malheureusement qu'on n'en arrive pas à ça, tout simplement parce que les sondages nous disent que la caisse unique ne sera pas adoptée demain. Mais on en est à ça. Ça veut dire qu'un peuple peut décider de quelque chose et la décision prise par le peuple, dans la mesure où ce n'est pas sur la liste qui a été fournie par le Conseil fédéral il y a quelques mois, eh bien, on ne peut plus la mettre sur cette liste. Et donc là, il y a une logique de dépossession totale, absolue, des droits démocratiques, de la souveraineté populaire que Jacques en parlera tout à l'heure, hein, on retrouve dans les autres traités, comme TAFTA par exemple. Donc c'est très concret, c'est pas un truc qui se discute quelque part, etc. C'est concret. Le Conseil fédéral, à l'insu de la population, a donné, dans le cadre des négociations TISA, a donné la liste de ce qu'il considère, pour le moment, comme du domaine absolu et réservé de l'État. Je dis bien pour le moment. Mais, et Pablo l'a dit, ça introduit aussi une autre logique, une logique cliquée, qui veut dire que tout ce qui aura été mis sur la liste du privatisable ne pourra plus être mis sur la liste de ce qu'il faut collectiviser, nationaliser. Concrètement, imaginons que demain, un peuple, une population décide de nationaliser, de mettre sous contrôle public un secteur qui avait été privatisé. Prenez l'exemple de la France où l'alternance politique fait que les gouvernements privatisent, d'autres renationalisent, etc. Là, ce ne serait plus possible. Une fois que quelque chose aurait été privatisé, on ne pourra plus revenir en arrière. Ça va devoir rester privé ad aeternum. Donc on fige dans le marbre des tables de la loi la privatisation, l'avenir libéral, l'avenir capitaliste, avec évidemment, et ça a été dit, avec des tribunaux spéciaux, des tribunaux qui sont des tribunaux formés par des avocats d'affaires qui vont juger et qui vont se substituer dans leur jugement à la démocratie souveraine, aux décisions populaires. Et là, c'est ce qui m'amène à dire que TISA constitue une attaque directe au code génétique de nos sociétés. C'est l'ADN de nos sociétés qu'on est en train de figer et c'est l'avenir libéral qu'on est en train d'imposer à nos sociétés en créant des structures d'amende et de condamnation qui font que plus rien ne sera possible. Et c'est en ça que la prophétie de Raoul Margenard et la prophétie cauchemardesque, elle nous pend au nez. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est extrêmement important de faire de telle sorte que, justement, comme le disait Christine, le vampire qui meurt quand il est porté à la lumière du soleil, que le vampire, effectivement, soit exposé à la lumière du soleil.
Il y a depuis une année une activité qui se mène pour dénoncer l'existence de TISA. Cette activité a été en but au mépris de la presse, par exemple. Lorsqu'on a fait la conférence de presse pour annoncer la création d'un comité national contre TISA, il y avait à la conférence de presse une vingtaine de militants, 0 journalistes, et c'est clair qu'on ne peut pas en parler. Je crois qu'il y a là un effort extrêmement important à faire, un effort de popularisation, de faire comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer si ce projet TISA est adopté, projet sur lequel d'ailleurs le Parlement n'aura rien à dire, parce que comme l'a écrit Jacques Schneider, non, je ne sais plus comment, le ministre de l'économie, comme il l'a écrit à notre ami Bernard Duchesne, président de la commission des retraités du SSP, il a dit oui, TISA, ça peut poser des problèmes, etc., mais n'oubliez pas que ça va ouvrir à l'échelle internationale des possibilités énormes pour les entreprises suisses prestataires de services. Or, au nom du bien des entreprises suisses prestataires de services qui pourraient aller faire des bénéfices à l'échelle internationale, voilà ce qu'on nous propose. On nous propose de changer le code génétique de nos sociétés. Et partant, il y a aujourd'hui la volonté de sortir justement de cette brume dans laquelle on maintient les choses par des formes de mobilisation. Et la première forme de mobilisation importante, c'est la manifestation de Genève prévue donc le 11 du mois prochain, le 11 octobre, qui devrait être un moment important pour mettre sur la place publique l'existence de TISA, de la négociation de TISA, pour alerter la population et pour exiger de nos gouvernants qu'ils arrêtent de négocier ça. Merci.